Mes chers amis, Shalom Aleichem, j'espère que vous vous portez tous bien et que vos proches vont bien également. Vous vous protégez, vous faites attention. Continuez toujours à vous abonner à notre chaîne YouTube euh, et surtout vous pouvez aller sur notre page Facebook toradiffusion.ma et amener des amis, envoyer le lien pour amener le maximum d'amis. C'est une mitzvah, une grande mitzvah de diffuser la Torah et de faire en sorte que des amis, tant ceux qui sont loin que ceux qui sont proches au niveau spirituel, se rapprochent du Créateur et de nos valeurs. Bezat Hashem Bishrato, c'est mon but, c'est le travail, c'est tout le travail que je fournis et j'essaye d'être Bezat Hashem le plus assidu possible. Alors donc je vous encourage également à faire cette mitzvah. C'est une grande mitzvah. La semaine dernière, quand je vous ai parlé d'Avraham Avinu alav Shalom, je vous avais parlé de ses qualités. Je vous avais promis de vous raconter un maasé qui est extrêmement intéressant, que je ne connaissais pas. Je voudrais juste, avant de vous raconter ce maasé, vous dire ce que dit le Rav Yoram Abergel concernant l'importance de diffuser les ma'asim, c'est-à-dire les histoires qui concernent nos tzadikim, la façon avec laquelle ils ont agi et quelle est l'importance. Il apprend ça du Baal Shem Tov alav Shalom, rien de moins que le Baal Shem Tov, et il dit la chose suivante. Chez le Baal Shem Tov, il dit c'est-à-dire que celui qui raconte et qui diffuse l'histoire d'un tzaddik, c'est comme s'il s'occupait du chariot céleste. Alors, le chariot céleste, pour être, on va dire, le plus simple possible, c'est ce qui concerne le côté ésotérique de la Torah, le Sod. Alors, c'est-à-dire, on va dire que en réalité, il veut dire ici le Baal Shem Tov qu'il n'y a pas dans les histoires de Hasidim qu'on raconte quelque chose Hasvihaya de puéril ou de terre à terre ou de, on va dire, de, comme on dirait aujourd'hui en anglais, de cheap Hasvihalila. Et bien au contraire, c'est comparé au Sod carrément. Le Marasé Merkava, on le sait, le chariot céleste, c'est juste, c'est le côté ésotérique, c'est on va dire une étude approfondie des textes de la Torah qui est donnée seulement aux éminents kabbalistes et aux personnes qui comprennent quelque chose. Alors il veut nous dire ici le Baal Shem Tov, ne pensez pas une seule seconde que l'histoire d'un Hassid que l'on raconte est moins importante que Maaseh Merkava. Elle a son importance aussi. Et pourquoi elle a son importance? Parce que c'est le but qui compte et non pas le moyen. C'est-à-dire que si, par l'intermédiaire des Ma'asim, des histoires des Hasidim, on arrive à amener nos frères à la Emouna, au Bitachon, en Akadosh Baruch Hu, alors on aura atteint notre but. Et très souvent, d'ailleurs, même le Midrash le dit, quand il ramène quelque chose, il dit Mashal et Mahadavardomé, il illustre, voici à quoi cela ressemble par un exemple. Pourquoi? Parce que l'exemple que l'on donne, eh bien, imprime beaucoup plus le cerveau que très souvent les théories. Et ça développe en nous une, comment dirais-je, une envie de se rapprocher encore plus et une chaleur intérieure qui fait qu'on a plus d'enthousiasme à se rapprocher des traditions, de la religion et qu'on est rechargé en Emouna. Quand on s'inspire de ce qu'on fait, ces tzadikim, on est rechargé en Emouna et vous allez voir, le maasé que je vous raconte ici est un maasé incroyable qui, et je suis obligé de rappeler justement pourquoi je le raconte. Eh bien, la semaine dernière, on avait parlé de la gravité du fait de ne pas savoir tenir sa langue, de diffuser rapidement
des informations et des rumeurs sur quelqu'un et d'amener ces fausses rumeurs à le détruire et sans même chercher la vérité, on a diffusé des fausses rumeurs où on a déshonoré quelqu'un, on a déshonoré bien évidemment sa famille, son épouse et ses enfants. C'est quelque chose qui est pratiquement irréparable et qui peut amener carrément à la mort même de la personne. C'est pas fort ce que je dis, c'est l'extrême réalité. On a vu des gens détruits complètement dans leur vie par des fausses rumeurs qui ont été... Et alors, ces fausses rumeurs amènent même à accuser faussement une personne sur un méfait qu'il n'avait même pas commis et qu'après seulement, après enquête, on le disculpe, mais c'est déjà trop tard. Alors écoutez cette histoire que l'on raconte et vous allez avoir la surprise à la fin de savoir de qui il s'agit. Je vais la raconter pour nos amis israéliens en hébreu et bien évidemment la traduire en français. Elle concerne un gaon, un très grand rabbin qui s'appelle Rabbi Tzvi Hirsch, qui était le rabbin de la communauté de Tchortkiv, qui est une ville qui est en Pologne. Et après, quand bien sûr l'armée russe a conquis la Pologne, il y a une sorte d'entente entre la Pologne et la Russie, tout s'est imbriqué. D'accord? Donc à l'époque, c'était encore au XVIIIe siècle à peu près, dans les années 1740, 1750, encore entre, on va dire, ça appartenait en même temps, c'était russo-polonais. Et il y avait cette petite ville qui s'appelle de Tchortkiv, où il y avait ce grand gaon qui s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch. Et il avait deux fils, et c'est pour ça que je parle de lui, parce qu'il avait deux fils, deux lumières de ce monde. Béhémet, je vais vous lire et vous dire de qui il s'agit, et essayer, j'ai retrouvé un petit peu dans mes livres quelques détails les concernant. Ces deux fils sont le Rabbi Shmuelke, Miniklenchburg, qui est très connu, et son frère, Rabbi Pinchas Horvitz. Parce que Rabbi Tzvi Hirsch s'appelle Rabbi Tzvi Hirsch Horvitz. Et donc son premier fils, Rabbi Shmuelke, qui est lui aussi d'origine bien sûr de Tchortkiv, il est le fils aîné donc de Rabbi Hirsch, et il descend directement, il est de la lignée directement du prophète Samuel, rien de moins, qui est aussi Lévi en même temps. Il est le frère de Rabbi Pinchas Horvitz, dont on va parler aussi, et ils sont tous les deux les élèves d'une lumière de ce monde qui s'appelle Rabbi Dov Ber de Mizrich, donc plus connu sous le nom du Maguid de Mizrich, qui est l'élève du Baal Shem Tov. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de qui il s'agit. Shmuel qui est rabbin dans les communautés polonaises et en Galicie, et en 1754, il est appelé à Sieniawa en Pologne, et jusqu'en 1773 à sa mort. Il sert dans la ville de Moravie de Nikolsburg, c'est ce que j'ai dit, donc Nikolsburg, comme président de la juridiction juive, donc rabbin Avbedin, et ensuite rabbin de la Moravie. Il est considéré aussi comme un des pionniers donc, du hassidisme. Son frère, Rabbi Pinchas Horvitz, il est né en 1730 à Tchortkiv aussi en Galicie, qui est la Pologne d'aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, ça variait, c'était à cheval entre l'Ukraine et la Pologne. Il est rabbin talmudiste allemand d'origine galicienne. Il est d'abord rabbin à Witkow en Pologne et à Libavici en Pologne, qui est aujourd'hui la Biélorussie. Et avant de devenir rabbin de Francfort, alors, il s'est illustré surtout à Francfort sur Maine, et on sait combien de lumières sont sorties de Francfort, d'accord, avant de devenir lui aussi le disciple du Maguid de Mizrich, et il est bien sûr un contemporain du Rabbi Nathan Adler. Alors écoutez bien, c'est le maître de Rabbi Moshe Sofer, du Hatam Sofer. Ça vous donne une idée un peu de qui il s'agit. Laissez-moi lire, j'ai relu un petit peu ici, j'ai retrouvé un peu les élèves de ces deux frères, puisqu'ils étudiaient ensemble très souvent. Yaakov Yitzhak de Lublin,
rien de moins que le José de Lublin, hein. Menachem Mendel de Rimanov, Israël Hopstein, et Mordechai Bennett, et Moshe Leb Misasov. Voilà, ça vous donne une idée un peu de qui il s'agit. D'accord. Sont vraiment des Géonim, et ce sont les enfants du rabbin dont on va parler, Rabbi Tzvi Hirsch Horovitch. Donc ce Rabbi Tzvi Hirsch Horovitch, il avait un shamash, un meshamesh, quelqu'un qui s'occupait de lui, et qui s'appelait Rabbi Meir Anchil. Ce Rabbi Meir Anchil, quand il était jeune, il a habité avec son Rav bien-aimé, Rabbi Tzvi Hirsch, chez lui à la maison. Il était en même temps son shamash, et il était comme un fils. Il l'a servi avec beaucoup de fidélité pendant de longues années, et surtout avec beaucoup d'honnêteté. Et il a énormément allégé la tâche du maître Rabbi Tzvi Hirsch pendant toutes ces années, puisque Rabbi Tzvi Hirsch était grand rabbin de sa communauté, et donc il avait beaucoup de travail. Et Rabbi Meir Anchil, il a énormément aidé au niveau de l'intendance de la maison, un petit peu Eliezer et Avraham Avinu. Au bout de certains temps, de certaines années, Rabbi Meir, il a, bien sûr, grâce à Dieu, eu l'occasion de trouver femme et de se marier. Après son mariage, Béchara Tova, bien évidemment, il est allé habiter dans une ville qui s'appelle Saniatine, d'accord, là où se trouvait son beau-père, son nouveau beau-père, et il a malheureusement été obligé de quitter son maître adoré, et voilà. Et donc, après son départ, Rabbi Tzvi Hirsch, qui est resté avec son épouse un peu seul et un peu désemparé, quand arrivait le mois de Nissan, on avait été obligé de chercher beaucoup de gens pour faire le nettoyage de la maison du Rav qui était très grande. Et il y avait un monde fou, beaucoup de gens qui se bousculaient à l'intérieur de la maison de Rabbi Tzvi. Donc chacun essayait de faire de son mieux pour nettoyer les coins et les recoins de la maison du Rav, pour qu'il puisse bien sûr fêter la fête de Pessah, et qu'il n'y ait pas bien sûr une miette de Hametz à l'intérieur, la Mehadrin mina Mehadrin comme on dit. Et ils ont tout essayé, Béhémet, tous ces gens, de remplir leurs tâches avec Ne'emanut Mushlemet. Dans ce premier mois, bien sûr, de Nissan qui a suivi le départ de Meir Anchil, eh bien, on voyait, on va dire, une certaine négligence au niveau du nettoyage et de l'ordre à l'intérieur de la maison, car Meir Anchil c'était un spécialiste et maître de tous les détails. Il veillait à ce que tout soit en ordre, tant dans les étagères que dans les tiroirs, que dans toute la maison. C'était irréprochable. Et les affaires du maître étaient conservées, gardées avec minutie. Et Rabbi Meir Anchil, il n'a pas laissé quelqu'un comme lui derrière lui, malheureusement. Mais malheureusement, comme il est dit, quand le monde ne tient pas sur une seule personne, et quand on est obligé de le remplacer, ben, tant bien que mal, on le remplace. La veille de Bédikat Hametz, cette année, avec sa bougie, Rabbi Meir, il faisait la Bédika dans toute la maison, qui était nettoyée, on va dire. Et il regardait avec ses yeux de détective tous les recoins de la maison, car vous le savez, dans la halakha, on ne peut pas faire, bon à l'époque, question ne se posait pas, mais aujourd'hui on ne peut pas faire de Bédikat Hametz avec une bougie torche. Il faut que ce soit une bougie qui puisse rentrer dans les recoins des interstices de la maison. D'accord ? On a le droit d'utiliser une torche, une lampe de poche si elle rentre dans les interstices, mais une bougie torche, on ne peut pas, parce que ça ne permet pas de pénétrer les interstices où peut se cacher du hametz. Et donc, c'est ce que faisait le rabbin, tant bien que mal, et il avait l'habitude, chaque année, d'arriver à son tiroir, et il ouvrait son tiroir sans le vider, il rentrait sa main à l'intérieur du tiroir, et il ressentait une bourse qu'il avait gardée dans cet endroit,
Et dès qu'il ressentait cette bourse, eh bien tous les ans, il était vraiment content et il refermait le tiroir sans avoir à ressentir cette bourse. Il avait une certaine paix, une certaine sérénité. Pourquoi? Parce que dans cette bourse se trouvaient 500 zéovim, qui était une somme très importante, et que le Rav, avec son épouse, avait au fil des années gardé et ramassé pour la dot de leur fille, leur plus jeune fille qui devait bien sûr se marier bientôt. Et cette somme servait justement à avoir un bon shidour, comme il sied à la fille du Rav. Et donc cette bourse, pendant des années, a été gardée au fond de ce tiroir sans problème. Même cette année, donc la veille, après bien sûr le départ de Meir Hanchil, la veille de Bedikat Hametz, le Rav a rentré sa main à l'intérieur du tiroir, malheureusement, il n'a pas senti comme d'habitude, comme les années passées, la bourse. Et donc, on va dire le calme du Rav habituel l'a un peu quitté parce qu'il a commencé à s'inquiéter. Mais il a continué, malgré tout, sa bédika de Hametz, comme si rien n'était. Ça, c'était la grande force des tzadikim. Après donc la bédika, il a été obligé, bien sûr, d'aller voir la rabbinite et de lui raconter ce qui s'est passé. Alors qu'elle se rongeait, la pauvre, les doigts et au sang, parce que pour elle c'était un malheur, un grand malheur. Et ils ont essayé de comprendre avec plus de sérénité et de tranquillité ce qui s'était peut-être passé, ce qu'ils avaient à faire pour retrouver donc cette bourse chère, très importante. Le Rav a dit en premier, on va procéder de manière intelligente et par ordre. Et donc, on va rechercher dans tous les coins de la maison. Pourquoi? Peut-être que pendant le ménage, quelqu'un a dû ouvrir le tiroir, voir cette bourse, et la cacher, la remettre dans un autre endroit. Donc, il a demandé à ses enfants et à son épouse de rechercher dans tous les endroits de la maison, voire peut-être qu'éventuellement quelqu'un l'a oublié dans un endroit. Donc bien sûr, sans discuter, tous les enfants et la mère se sont exécutés et pendant des heures, ils ont cherché partout, dans tous les coins de la maison, malheureusement sans rien trouver. Malheureusement, cette année, la fête de Pessah ne s'est pas passée comme d'habitude, avec une joie totale. Et après Pessah, parce qu'ils étaient tous, les pauvres, tracassés. Et après Pessah, on parle d'une très très grosse somme qui a été ramassée pendant des années et des années. Après Pessah, malheureusement, on a commencé à émettre pas mal d'hypothèses, puisque la bourse n'avait pas été retrouvée, on a été obligé d'émettre pas mal d'hypothèses et surtout d'émettre pas mal de deviner. D'essayer de deviner et de douter autour de nous, qui aurait pu, qui n'aurait pas pu, voilà. Malheureusement, au bout d'un certain temps, les enfants et l'épouse ont adopté, on va dire, la technique des détectives et ils ont commencé à émettre des hypothèses à droite et à gauche pour essayer de rentrer et mettre au fond de l'enquête et trouver un fil conducteur qui va nous amener à l'homme ou à la femme qui a pu prendre cette bourse qui était bien gardée. Et comme malheureusement d'un seul coup, un éclair de pensée dans la tête de la rabbinite, et elle a dit, d'un coup, je pense que celui qui a volé cette bourse n'est autre que Meir Hanchil, qui a travaillé chez nous pendant des années, qui comme par hasard n'est plus avec nous maintenant. Alors le rabbin lui a dit, Hazve Halila, ma femme, Hazve Halila, Meir Hanchil est comme notre fils, il a travaillé avec nous pendant des années, il a toujours été honnête et fidèle. Comment tu peux penser une chose pareille? C'est impossible qu'il ait fait cette chose-là. Mais la rabbinite était sûre et certaine,
Et elle a continué à dire, ce n'est pas une hypothèse qui n'a pas de fondement, elle dit à son mari, sauf kol sauf, Meir Hanchil, il était libre de tous ses mouvements à l'intérieur de la maison et dans la chambre et dans tes tiroirs à toi personnels. Qui sait? Peut-être que le Yetzer Hara l'a emporté. Et il a mis sa main et il a mis sa main dans et il a pris cette bourse. Pourquoi? Pour pouvoir, on va dire, asseoir son assise économique en vue de son mariage. Voilà. Donc je ne dis pas que le Yetzer Hara a eu raison de lui. Alors malheureusement, comme j'ai expliqué en début de cours et dans le cours dernier, quand on émet des hypothèses qui ne sont pas vérifiées, elles commencent à trouver leur chemin dans le cerveau des gens qui les écoutent et de la personne qui les met. Et on commence à devenir de plus en plus persuadés. Et donc à la fin, les enfants ont fait pression pour qu'on envoie quelqu'un à la ville où habitait Meir Hanchil, Saint-Yatine, et des Meraglim, donc des espions, pour vérifier, voir un peu le statut social de Meir Hanchil, qui n'avait pas d'argent quand il est parti, voir un peu comment il vivait, ce nouvel Avrer, dans quelle était sa situation économique, dirons-nous. Et au bout d'un certain temps, quelque temps, les Meraglim, donc les envoyés, sont revenus et ils ont dit Meir Hanchil, il a ouvert un petit magasin à Satyatine. Donc maintenant, il a ouvert un magasin à Saint-Yatine. Donc maintenant, l'hypothèse, elle n'est plus qu'hypothèse maintenant, elle commence à prendre réalité. Donc on n'avait plus besoin maintenant de beaucoup parler. Déjà, les cerveaux étaient échauffés et les cœurs travaillaient d'eux-mêmes, comme il dit ici le Rav. Et maintenant, les choses étaient claires comme le soleil dans l'après-midi. C'était Meir Hanchil qui a pris l'argent du Rav et il a ouvert avec un petit magasin et il commence à gagner de l'argent. Combien est grand la force du Yetzer Hara? Combien est grande l'envie de l'argent, du mammon? Combien malheureusement on peut faire confiance en personne? Et on ne peut surtout pas confiance aux êtres humains. Ça, c'est ce qu'il disait à l'intérieur du Rav. Il n'était pas facile de convaincre le Rav, ce tzaddik, que Meir Hanchil était à l'origine de ce vol. Mais malheureusement, après qu'on lui ait forcé la main, et après maintes supplications, ils ont fait pression sur le Rav pour qu'il aille au moins voyager et aller à la rencontre de Meir Hanchil, pour voir un petit peu, essayer de le sonder, voir un petit peu, et essayer d'avoir une opinion, de se faire une opinion si Meir Hanchil est réellement innocent ou coupable, comme tout le monde est ici persuadé. Comme le Rav ne pouvait plus résister, eh bien, il a décidé, malgré lui, de voyager, d'aller à Saint-Yatine. Donc, quand, bien sûr, Meir Hanchil a vu son vieux Rav arriver, il ne s'attendait vraiment pas à le voir. Il a reçu avec le kavod que l'on doit à un Rav, surtout quand il a vu apparaître à la porte de son magasin. Il ne savait pas vraiment comment faire, comment il s'est plié en quatre. Il était complètement ému, il a couru vers son Rav, il lui a pris sa main et il l'a couvert de baisers. Il lui a fait un kavod énorme, énorme. Et même, il a fait mieux que ça. Il a décidé tout de suite de fermer son magasin et d'amener son Rav avec lui, chez lui à la maison, avec rapidité, la rapidité de l'éclair. Il lui a préparé une très grande serouda avec sa femme. Et après que le Rav ait mangé, puisqu'après, à son âge, les voyages n'étaient pas faciles et c'était long, eh bien, et qu'il s'est reposé un petit peu de la fatigue du chemin, le Rabbi Meir Hanchil, il a regardé son Rav et il lui a dit, mon Rav bien-aimé, dis-moi quelle est la raison pour laquelle tu t'es dérangé, tu as fait un si long voyage pour venir me voir. Alors le Rav, et ça c'est important,
il a commencé à lui raconter avec beaucoup de sérieux, de tristesse, ce qui est arrivé la veille de Bedikat Hamet de cette année. Et il lui a raconté l'histoire de la bourse. 500 Zérouvim qui ont disparu, mon fils. Et on ne sait pas Béhémet où ils sont. On a cherché partout et on n'a rien trouvé. Et donc j'ai été obligé de venir jusqu'ici. Pourquoi? Pour te demander conseil, mon fils, Meir. Puisque toi, tu as été pendant longtemps l'intendant de ma maison, peut-être que tu aurais une idée ou une hypothèse qui peut nous aider à retrouver cet argent. Que tu sois, toi, nos yeux, pour qu'on trouve cet argent perdu. Mais Iranchi, il était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était pas quelqu'un de sot, quelqu'un de fin. Il a tout de suite compris jusqu'où les choses arrivaient. Et il avait vu surtout le visage pâle de son maître et des gouttes de sueur qui descendaient et qui couvraient son front au moment où le Rav parlait. Il a compris, Meir Hanchil, que le Rav essayait avec sa hadinout, comment dirais-je, sa gentillesse, sa finesse, d'essayer de lui faire passer un message sans que ce soit quelque chose de brusque. Et il a compris, Meir Hanchil, qu'essayait de lui faire l'allusion qu'il y avait entre les lignes du Rav. Alors, Meir Hanchil dit au Rav, pardonne-moi, mon Rav, pardonne-moi. Kaper, c'est l'ahli, pardonne-moi. Au moment précis où il m'est arrivé cette chose, je n'ai vraiment pas pu me retenir et vraiment, je n'ai pas pu, comment dirais-je, résister à l'épreuve qui se présentait à moi. Et j'ai tendu ma main, je l'ai plongé dans le tiroir et j'ai pris de l'argent qui n'est pas à moi. J'ai honte, je suis brisé par mon action et je te demande, mon Rav, mon maître, de me pardonner vraiment pour cette grave erreur que j'ai commise. Le rabbin, quand il a entendu ça, il a été complètement ébranlé d'apprendre une chose pareille, que son shamash, son serviteur, aussi fidèle et aussi honnête de l'époque, et même le Rav, quand il a entendu ça, des larmes ont coulé de son visage. En plus de voir Meir Hanchil pleurer, le Rav s'est mis lui aussi à pleurer. Et quand il s'est un peu calmé et que Rabbi Meir Hanchil s'est levé de sa place, il est allé dans une chambre à côté et il est revenu avec la bourse où il y avait dedans 500 zérouvim et il les a donnés au Rav avec honte. Le Rav, il a malgré tout consolé Meir et il a essayé vraiment de lui remonter le moral et il lui a dit: calme-toi mon fils, mahullecha, mahullecha. Je te pardonne. Chaque personne peut malheureusement, toute personne, quelle qu'elle soit, peut tomber dans le piège du Yetzer Hara et de l'épreuve. Le plus important, c'est que tu aies accepté d'avouer et de te repentir. Et bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, reprends le droit chemin et tes fautes te seront pardonnées. Le rabbin, malgré tout, ébranlé, ou en même temps contentement, puisqu'il avait retrouvé cet argent, et tristesse, l'habiter, il est sorti et il est retourné chez lui à la maison, dans sa maison où l'attendaient son épouse et ses enfants. Bien sûr content sur le vol qui a été retrouvé et malheureusement triste sur l'épreuve qui a été imposée à son shamash qu'il adorait, Meir Hanchil. Quand il est arrivé le Rav à la maison, il a raconté tout ce qui s'est passé. Bien, la rabbinite était toute contente. Elle a dit: tu vois, mon cher mari, combien je suis prophétesse. J'ai tout de suite compris qui c'était.
et j'ai tout de suite touché la cible et je n'ai pas loupé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand je te dirai quelque chose ou je te donnerai conseil, tu m'écouteras, comme il est marqué pour Akadosh Baruch Hu quand il a dit à Sarah, à Abraham Avinu, tout ce que te dit Sarah, ton épouse, écoute sa voix. Donc tu feras la même chose avec moi. Au bout de quelques heures, on entend à la porte cogner, tac, 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 tac. Quelqu'un qui frappe à la porte. Ils ouvrent la porte et devant eux se trouve le commissaire général de la police de l'endroit. Il sort de sa poche une bourse que le Rav reconnaît. Il la montre au Rav et il dit au Rav, est-ce que cette bourse, Rav, vous appartient? Le Rav lui dit, oui, c'est une bourse qui m'appartient, qui était dans mon tiroir et qui a disparu. Mais d'où, monsieur le commissaire, avez-vous eu cette bourse? Alors le commissaire s'est assis et il raconte l'histoire. Il dit, à Tchortkov, la ville où ils habitaient, il y avait un coupeur de bois, un goy, pauvre, qui n'avait pas d'argent. Il s'appelait Yanouch. Et ce Yanouch, qui était pauvre d'ordinaire, gagnait un petit peu d'argent en coupant du bois. Il a commencé à apparaître au bar du village. Et chaque jour, il sortait un zéhouv, une pièce, et il achetait à boire de l'alcool. Et dans ces régions, on n'arrêtait pas de boire, de la vodka. Et non seulement il achetait pour lui, mais il offrait à tout le bar à chaque fois des tournées. La chose a attiré l'attention du patron du bar, qui connaissait la situation financière de ce Yanouch, d'accord? Et il a été directement le rapporter au chef donc de la police, qui est venu, moi, commissaire, me le raconter. Non pas parce que le patron du bar s'inquiétait de savoir si Yanouch avait pris cet argent, mais de peur qu'on l'associe à cela et qu'il soit considéré comme un complice. Donc le patron de la police a écouté avec attention les paroles du barman et il a félicité pour son sens civique, son sens de l'honneur et son intelligence d'être venu l'avertir, etc. Et il lui a demandé de terminer sa tâche. Comment? En essayant de faire parler ce Yanouch. Eh bien que les Polonais, pas pour rien qu'on dit sous comme un Polonais, quand ils se mettent à boire, Machemam Legoïm, ils sont capables de toutes les atrocités. Ils l'ont démontré en Pologne, où ils ont assassiné femmes et enfants juifs. Quand ils étaient sobres et surtout quand ils avaient bu. Donc au moment où le barman il suit les ordres du commissaire et il commence à servir Yanouch, verre après verre, au bout d'un certain temps, il lui dit, tu sais, il dit au barman, au chef du patron du bar, tu sais, cet argent-là, cet argent que je sors de ma poche, eh bien, viennent directement du tiroir du Rav. Alors le barman, le patron du bar, qui veut essayer de le faire parler, et lui dit, et qu'est-ce que tu as à voir, toi, avec le rabbin? Qu'est-ce que tu as à voir? Quel est le lien, toi, que tu as avec le rabbin? Alors, il lui raconte le Yanouch, il lui dit, tu sais que la veille de Pessah, les Juifs font le nettoyage de la maison, et la maison du Rav, elle est très grande, et on a besoin de main-d'œuvre. Et malheureusement, pour le Rav, eh bien, on ne vérifie pas toutes les personnes qui viennent et qui partent. Donc, il y a énormément de personnes qui rentrent et qui partent à l'intérieur de la maison, et on ne vérifie pas toujours d'où ils viennent. Et donc, ma femme, cette Sadika, a eu la chance de pouvoir être embauchée, elle aussi, pour nettoyer la maison du Rav. Et donc, en faisant la chambre, cette Satkanite, eh bien, elle a plongé sa main dans le tiroir et elle a trouvé cette bourse et elle a mis tout de suite dans la poche et elle l'a amenée à la maison. Est-ce que tu peux trouver une femme
aussi unique sur terre. Juste, Yanouch terminait de raconter l'histoire glorieuse de sa voleuse de femmes, et la police est arrivée, et on l'a mis les menottes à ce Yanouch, et avec 2 gifles, vous le savez, dans ces endroits-là, il a avoué vraiment tout ce qu'il avait fait avec sa femme, et surtout, il les a amenés à l'endroit où il avait caché le reste de la bourse, et le commissaire dit au Rav, dit voilà, donc je te rends ta bourse, à part quelques petites pièces, eh bien la majeure partie de ta bourse est intacte. Donc le commissaire de police donne la bourse. Pour lui, c'était un grand kavod de rendre de l'argent à un Rav important qui vient. Il me paraît que, bon, j'ai l'impression que cette ville, ils n'étaient pas tellement anti-juifs, d'accord. Et le Rav, bien sûr, a félicité, a béni le commissaire de police, et le commissaire est sorti de la maison. Mais avant de sortir, il a regardé le Rav et il a vu que le Rav avait changé d'expression, il était pâle comme un linge et que ses membres tremblaient, mais bon, il n'a pas osé poser de questions. Dès que le commissaire est parti, le Rav tout de suite, il s'est levé et il a pris le train, il est allé tout de suite à la rencontre, bien sûr, de Meir Hanchil. Mais cette fois-ci, le Rav est arrivé, il était complètement abattu. Il a mis sa tête entre ses 2 mains, et il a dit à Meir, « Pourquoi, Meir, m'as-tu fait cela? Pourquoi, Meir, m'as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu poussé à douter de gens honnêtes et cachers comme toi? Pourquoi est-ce que tu as sali ta réputation qui est impeccable? Pourquoi est-ce que tu l'as sali d'une accusation et d'une faute que tu n'as même pas commise, Meir? Alors regardez ce que lui dit Meir Hanchil. Il lui dit, Rabbi Akadosh, mon rabbin bien-aimé, mon rabbin, mon saint, je te connais depuis de longues années. J'ai vécu avec toi, tu es comme mon père. Et je sais percevoir ta finesse, ta dignité, ta gentillesse, ta subtilité. Et j'ai remarqué le jour où tu es venu me voir que tu vivais des moments très difficiles à l'intérieur de ta maison et qu'on te mettait une grande pression car tout le monde était persuadé que j'avais volé cet argent. Et pour toi, la vie était devenue difficile et infernale et je savais que jamais tu aurais dit de manière claire que tu m'accusais de quoi que ce soit. Et justement, tu étais fatigué, tu as fait un long chemin pour juste faire taire, je le sais, toute cette pression qu'il y avait derrière toi. Tu voulais juste émettre, mon cher Rav, juste leur faire plaisir, mais tu n'avais aucune intention de m'accuser. Mais en même temps, je me disais, si tu rentres chez toi les mains vides, ça va être très très dur pour toi et on ne te laissera pas tranquille. On ne te laissera pas tranquille et on continuera à mettre la pression sur toi et à se plaindre et ça deviendra pour toi invivable. Et moi, je ne voulais pas ça pour toi. Je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai dit, pour empêcher mon cher Rav de vivre ces moments difficiles, je prends sur moi de m'accuser même de quelque chose que je n'ai pas commis, d'une faute aussi grave, même si je dois dépenser tout l'argent que j'ai gardé, économisé, l'essentiel étant que mon Rav n'ait pas de peine, parce que tu es un tzaddik. Maintenant, mon Rav, s'il te plaît, n'aie pas de peine pour quelque chose que j'ai choisi moi de faire. Et tes mains à toi qui sont saintes et propres sont
libre de toute accusation. Rabbi Meir Hanchil a terminé ses paroles avec amour et sincérité, et une sincérité et un amour profond qu'il avait pour son Rav. Et j'aimerais que vous écoutiez la fin de l'histoire. Rav Nassa et Enav le Evel Meshamsho le Shahavar, ce vieux Rav lève les yeux vers son ancien serviteur, cet homme extraordinaire, Meir Hanchil, force de caractère, ce tzaddik. Il repose bien sûr la bourse que Meir Hanchil lui avait donnée lors de la première visite, avec les 500 zéovim qui appartenaient à Meir, qui était tout son argent. Et il a commencé à demander pardon sur le doute qu'il avait de pouvoir penser, et la peine qu'il a dû faire à Meir, qui est quelqu'un de propre et d'innocent. Après, le Rav a levé ses deux mains vers le ciel et il a dit, regardez ce qu'il a dit. Yeratson, Dieu fasse, chez Bisrout Maasea Krava Moufla, que pour ce sacrifice hors du commun, Meir, tu sois béni min hashamaim, que le ciel te bénisse, avec une richesse incommensurable qu'on ne pourra pas compter. Toi, ta descendance et ta descendance après toi, sur des générations et des générations. Eh bien, mes chers amis, la bénédiction de Rabbi Tzfir Hirsch Hurwitz, ce tzaddik kadosh, s'est réalisé. Et Meir Hanchil, cet homme extraordinaire, ce shamash kasher, il a commencé à devenir riche de jour en jour, et il est devenu le père de la famille Rothschild, mes chers amis. C'est lui, l'ancêtre de la famille Rothschild, qui est connu jusqu'à aujourd'hui pour être une famille de tzaddikim et de mécènes qui ont fait énormément de bien et de dons et de bien au Ham Israël. Et Yeratson, moi qui ne suis que la poussière de la poussière, du sable sur lequel le Rav peut poser sa sandale, et je le dis sans fausse modestie, malgré tout, même si je suis un idiote, comme on dit en hébreu, eh bien, je continue à demander à Kadosh Baruch Hu que cette famille bénite, la famille Rothschild, continue à s'enrichir, et qu'avec son argent, elle continue à faire tout le bien qu'elle a fait au Ham Israël, et qu'aucun fils ou fille du Ham Israël ne manque de quoi que ce soit, et que Kadosh Baruch Hu comble son peuple de ses bienfaits. Amen, Ken, Yeratson. Mes chers amis, j'espère que cette histoire extraordinaire vous aura plu et que vous la raconterez autour de vous. Et surtout, faire très attention, Hazve Halila, de ne jamais accuser quelqu'un à tort ou de douter de lui et de répandre des rumeurs, car c'est quelque chose de très très grave. Merci mes chers amis.